Nous vivons entourés de microbes. Chaque jour, nous sommes exposés à des milliards de bactéries et autres êtres microscopiques. Pendant des années, nous avons essayé de les tenir à distance ou de les exterminer. Mais aujourd'hui, les scientifiques réalisent peu à peu que bon nombre de ces bactéries ne sont pas nos ennemis, mais nos alliés. Certaines sont même essentielles pour nous, un peu comme nos organes vitaux. C'est pourquoi on nous recommande aujourd'hui d'accepter leur présence. Pendant près de 3,5 milliards d'années, les bactéries ont dominé le monde. Elles ont colonisé jusqu'au moindre recoin de notre planète et chacun de ses habitants. Pour ces organismes microscopiques, le corps humain ne représente qu'un territoire vierge de plus à conquérir et à occuper. Nous n'avons pratiquement jamais considéré les microbes comme des partenaires, mais plutôt comme des ennemis contre lesquels il fallait se protéger à coups d'antibiotiques ou de vaccins. Mais depuis quelque temps, les médecins découvrent que de nombreuses bactéries étaient de notre côté dans la lutte contre les maladies. Nous avons beaucoup à apprendre de ces alliés microscopiques, de leurs stratégies et de leurs techniques de combat. Les microbes peuvent nous enseigner beaucoup de choses. Ils ont été obligés de s'adapter à la physiologie de leurs hôtes humains afin de pouvoir en tirer bénéfice sans leur nuire. Pour une espèce de microbe pathogène, on en compte plusieurs centaines totalement inoffensives. Parfois, certains microbes représentent même notre meilleure protection contre la maladie et la mort. Les chercheurs sont persuadés à l'heure actuelle qu'une meilleure compréhension de la relation complexe qui unit notre corps à ces milliards de parasites pourrait permettre d'augmenter nos chances de vaincre les infections mortelles. Les microbes ont développé des stratégies pour manipuler nos gènes. En les comprenant, nous pourrons inventer de nouvelles manières d'influer sur ces mécanismes biologiques afin d'améliorer notre santé et de prévenir les maladies. Notre corps, tout comme la Terre, est un milieu vivant, un réseau d'écosystèmes dans lequel les bactéries constituent la forme vivante dominante. Il n'existe qu'une seule phase de notre vie où cela n'est pas le cas. À l'intérieur du ventre de la mère, le fœtus est enfermé dans un cocon stérile qui le protège des germes. Sarah va bientôt donner naissance à son 4e enfant, mais elle a toujours l'impression d'assister à un miracle. Et puis, l'expérience est toujours un peu angoissante. Le moment tant attendu est enfin arrivé, aussi bien pour le bébé, sa maman, son papa, que pour des légions de microbes. La première offensive a lieu dans le vagin. Lorsque le bébé commence à descendre le long des parois du vagin, des microbes se séparent de la mère et viennent se fixer sur la peau du nouveau-né. L'invasion a commencé. Des milliards de microbes différents se joignent au mouvement. Ils se déposent sur le corps du nourrisson, s'y installent et mettent en place des passerelles de débarquement. Certains de ces intrus sont nos ennemis, mais la plupart d'entre eux deviendront, un jour ou l'autre, nos alliés les plus proches.
La deuxième invasion survient lorsque l'enfant prend sa première inspiration. Les envahisseurs assaillent le bébé au moment où celui-ci quitte le ventre de sa mère. Des centaines de microbes se livrent bataille pour le contrôle des places stratégiques dans l'organisme du nouveau-né. Certains de ces microbes pourraient se révéler dangereux. En tout cas, presque tous proviennent des intestins de la mère. It's a wee boy! It's a wee boy! La plupart des germes échouent sur la peau du bébé et y meurent. Mais certains d'entre eux parviennent à atteindre la bouche et à être avalés par le bébé. Même si le bébé ne les ingurgite pas tout de suite après la naissance, de nombreuses occasions se présenteront au cours des jours et des semaines à venir. Toutes les personnes avec lesquelles le bébé entre en contact lui transmettent des germes, que ce soit par les caresses ou les baisers. Les bactéries sont de précieux cadeaux. Elles sont nos alliés et vont accompagner et protéger le nouveau-né durant toute sa vie. Les lactobacilles sécrètent de l'acide lactique à l'intérieur de notre organisme, le rendant ainsi résistant face à des bactéries nocives, les bactéries pathogènes. Les bifidobactéries protègent également le bébé. En se multipliant à grande vitesse dans les intestins de l'enfant, elles empêchent la prolifération de bactéries pathogènes. Il n'est donc pas mauvais d'héberger quelques-unes de ces colonies d'envahisseurs microscopiques. Certains chercheurs soupçonnent même notre corps de les attirer par des stimuli alimentaires au moment de la naissance. Ces appâts se composent de nutriments fabriqués par les cellules qui tapissent notre intestin. Les premières colonies de micro-organismes qui envahissent le tube digestif peuvent utiliser cette nourriture pour s'établir dans l'intestin. Donner le sein au bébé favorise le développement des bactéries protectrices. Le lait maternel contient des anticorps qui s'attaquent aux microbes pathogènes. Mais parallèlement, le lait maternel permet aux bactéries utiles, comme les bifidobactéries, de se multiplier. Voici un exemple classique du partenariat étroit qui nous unit à de nombreuses espèces de bactéries. Le nombre total des bactéries qui colonisent notre peau et nos muqueuses est plus de 10 fois supérieur au nombre des cellules de notre corps. Au total, nous tenons plus du microbe que de l'Homo sapiens. Durant toute notre vie, ces gentils microbes seront nos partenaires. Leur évolution est intimement liée à la nôtre. Nous pouvons donc sans problème les considérer comme nos proches. Ce n'est pas le cas de tous. Une multitude d'opportunistes se contentent de prendre ce qu'on leur offre et puis disparaissent sans demander leur reste. Cela leur est égal qu'on vive ou qu'on meure. C'est la raison pour laquelle nous avons imaginé, en collaboration avec nos microbes alliés, un système de défense sophistiqué afin de protéger les zones les plus vulnérables de notre corps. La bouche est une porte ouverte à des milliards d'opportunistes microscopiques. Jour après jour, assistés de nos partenaires microbiens, nous devons monter la garde pour éviter que des organismes pathogènes tels que les salmonelles pénètrent par ici. La présence constante d'aliments, la chaleur et l'humidité font de notre bouche un biotope idéal pour des milliards de germes. Cette mer de salive nutritive contient des germes qui jouent un rôle dans l'élimination des cellules mortes et des débris alimentaires, mais ils peuvent devenir pathogènes dans certaines conditions. Parmi eux, des bactéries anaérobies comme parfois des spirochètes ou des protozoaires comme les trichomonas. Les streptocoques colonisent l'émail de nos dents. En compagnie de milliards d'autres bactéries, ils construisent de grands ensembles d'habitations grouillant de vie à l'image des grandes villes modernes.
plus la population se développe, plus la vie à l'intérieur de ce biofilm devient complexe. Mais comme dans n'importe quelle ville humaine, une trop forte densité de population peut entraîner des problèmes environnementaux. Certaines bactéries produisent des composés soufrés responsables de mauvaise haleine. D'autres décomposent les sucres de la plaque dentaire et les transforment en acide qui attaque l'émail des dents. La brosse à dents et le fil dentaire permettent d'éviter que ces germes endommagent nos dents et nos gencives. Lorsque nous nous brossons les dents, nous détruisons le biofilm protecteur qui les protège, exposant ainsi les microbes à une bouffée d'air frais. Nombre de bactéries vivant dans notre bouche sont des organismes anaérobies. Pour ces bactéries, l'oxygène est synonyme de poison mortel. Lorsqu'elles n'ont plus de biofilm, elles meurent. Les streptocoques sont les bactéries dominantes dans notre bouche. On en trouve plusieurs sortes. La plupart d'entre elles sont nos alliés. Dans notre bouche se trouvent d'importantes colonies de gentils streptocoques. Ils sont absolument inoffensifs. Au contraire, ils nous sont très utiles. Ils agissent comme une armée qui nous protège contre les méchants streptocoques qui passent de temps à autre. Dans son laboratoire de l'université d'Otago, en Nouvelle-Zélande, le professeur Tagg a découvert que certaines souches de streptocoques étaient inoffensives et qu'au moins une de ces souches produisait un antibiotique naturel, une substance appelée bactériocine. La bactériocine, c'est le nom que nous avons donné à l'astucieuse artillerie que les bactéries semblent déployer lorsqu'elles ont affaire à des concurrentes. Ce système permet aux bons streptocoques de saboter la croissance de la concurrence. Cet antibiotique naturel est un assemblage d'armes chimiques qui s'attaquent à leurs rivaux très prolifiques. Les streptocoques perforent la surface des cellules ennemies, provoquant de graves fuites dans leur réservoir de nourriture. Ils parviennent à faire mourir de faim des colonies entières de concurrents. En se basant sur le mode de fonctionnement de ce système de contrôle biologique, l'équipe du professeur Tagg souhaite élaborer une alternative naturelle aux antibiotiques. Des expériences antérieures ont montré que l'administration de bons streptocoques chez les enfants entraînait la formation de populations de bactéries utiles à l'intérieur de la bouche. Nos alliés se démènent pour faire échec à nos ennemis. Il s'ensuit une diminution considérable du risque d'infection à streptocoques pathogènes. Mais nous avalons aussi de nombreux autres micro-organismes. Leur voyage sans retour les conduit jusque dans nos intestins. Notre appareil digestif offre un vaste choix de biotopes, aussi bien pour les bons que pour les mauvais germes. Aidés de nos partenaires microbiens, nous essayons de venir à bout des traîtres opportunistes. L'estomac constitue la première ligne de défense. Le mélange d'enzymes et d'acide chlorhydrique suffit à mettre en lambeaux la plupart des microbes. Mais cette barrière n'est pas sûre à 100%. Pendant longtemps, les médecins ont cru que l'estomac était un milieu stérile. On sait aujourd'hui que certaines bactéries ont réussi à s'implanter dans cet enfer liquide. Certains germes, comme Helicobacter pylori, vivent dans les tissus gastriques. Ils ont construit un bouclier chimique afin de se protéger de l'acidité gastrique. Helicobacter pylori est une bactérie en forme de spirale qui est présente chez près d'un quart des individus. Chez la plupart des gens, cette bactérie colonise l'estomac et occasionne une brève inflammation de sa paroi. Mais par la suite, ses relations avec son hôte resteront, d'après nous, assez paisibles. Mais dans 20% des cas, cette cohabitation pacifique se transforme en véritable supplice pour l'hôte.
Son système immunitaire s'attaque à ces bactéries de forme hélicoïdale et au lieu de les tuer, les produits chimiques agressifs irritent la paroi gastrique et provoquent de graves lésions. D'autres microbes parviennent à passer la barrière de l'estomac. La salmonelle est l'une des causes les plus fréquentes d'intoxication alimentaire. On la trouve dans la viande mal cuite ou les produits laitiers. Ces aliments contiennent des particules de graisse qui offrent une protection aux bactéries contre l'acidité de l'estomac. À l'abri dans leur cheval de Troie graisseux, les salmonelles parviennent à franchir nos lignes de défense. Mais notre organisme possède une arme redoutable pour lutter contre ces cruels pillards. Ce produit qui dissout les graisses s'appelle la bile. La bile fonctionne selon le même principe que le liquide vaisselle. Elle fractionne les graisses en de minuscules gouttelettes de manière à ce que nous puissions mieux les digérer. La bile permet donc de tuer de nombreuses bactéries. Certains microbes parviennent toutefois à échapper au danger, à l'abri dans leur manteau de protection ou sous forme de spores bien enveloppées. Ils sont entraînés dans l'intestin grêle qui constitue une énorme réserve de nourriture, aussi bien pour les microbes amis que pour les opportunistes. Mais les bactéries qui souhaitent s'implanter ici doivent être dotées d'un caractère bien trempé. Elles doivent réussir à s'imposer face au torrent de nourriture liquide et de sucs digestifs qui déferlent sans cesse sur elles. Les organismes vivants qui souhaitent survivre ici ont donc besoin d'un équipement spécial. C'est le cas des vers solitaires qui sont les parasites par excellence. Leur faculté d'adaptation aux conditions de vie à l'intérieur de l'intestin humain reste inégalée. Certaines espèces de vers solitaires font plus de 4 mètres de long. Certaines peuvent même dépasser les 9 mètres. De pareils monstres sont capables de bloquer les intestins ou d'ingurgiter de telles quantités de nourriture que leur hôte souffre alors de malnutrition. Les vers se reproduisent en pondant des œufs qui sont ensuite éliminés dans les selles sans que le patient ait conscience du danger. Ces parasites se nourrissent en s'accrochant aux parois de l'intestin à l'aide de crochets et de ventouses qui ornent leur tête. La plupart des bactéries sont éliminées dans nos excréments sans provoquer le moindre dégât. Mais certaines bactéries bien plus cruelles n'hésitent pas, dès que l'occasion se présente, à semer la dévastation sur leur passage. Par exemple, le Clostridium. Il pénètre à l'intérieur du tube digestif, bien à l'abri dans son enveloppe de protection. Il se met alors à dévorer les protéines. Le Clostridium se nourrit de la viande contenue dans nos aliments, mais il peut aussi s'attaquer aux tissus intestinaux. Pour les malades, cela peut être synonyme d'infection mortelle. Afin d'empêcher ces bactéries et leurs toxines de détruire nos tissus, nous renouvelons toutes les 1 à 2 semaines la couche de cellules qui tapissent l'intérieur de nos intestins. Ces cellules mortes sont du pain béni pour les bactéries telles que le Clostridium, et d'ailleurs, notre organisme ne s'en porte pas plus mal. La nouvelle couche cellulaire qui se développe dans les replis de notre intestin est extrêmement sensible, mais des chercheurs ont découvert récemment le puissant système de défense qui les protège. Les cellules de Paneth fonctionnent comme une batterie antiaérienne. Elles tirent des salves d'enzymes pour protéger les cellules des attaques bactériennes. Pour les microbes qui sont arrivés jusqu'ici, le périlleux voyage touche presque à sa fin. Après avoir parcouru 6 mètres à travers l'intestin grêle, ils aperçoivent enfin la terre promise, le côlon. Le côlon fourmille de bactéries et le partenariat qui nous unit à celle-ci est primordial. C'est pour cela que les scientifiques considèrent aujourd'hui qu'elles sont tout aussi vitales que n'importe quel autre organe humain.
Nous avons environ 1,5 kg de bactéries dans nos intestins, qui jouent un rôle tout aussi important dans notre physiologie que nos poumons, nos reins ou notre foie. Cet organe digère les aliments, assure les apports en vitamines, en acides gras essentiels et autres molécules nécessaires à notre corps, et aide à éliminer les substances toxiques. Il fait pleinement partie de notre physiologie. Nous appartenons au monde bactérien. Notre alimentation influe sur notre santé. Mais les colonies de bactéries qui vivent dans nos intestins sont tout aussi importantes pour notre santé qu'une bonne alimentation. Sarah souffre depuis son adolescence de graves troubles digestifs, flatulences, indigestion, crampes d'estomac. Je pouvais être constipée ou d'autres fois souffrir de diarrhée épouvantable. Je ne savais jamais quand ces crises allaient venir, ni quels aliments pouvaient les provoquer. Sarah a suivi un régime riche en fibres. Elle prenait également des corticoïdes, mais sans succès. Les médecins ont finalement diagnostiqué une colopathie fonctionnelle. Cette maladie chronique touche près de 25% de la population, en majorité des femmes. Les médecins n'ont toujours pas trouvé la cause de ces dysfonctionnements. Mais la plupart des symptômes semblent liés au côlon. Cette région de notre corps ne nous semble pas particulièrement appétissante à nous, humains. Mais elle représente un véritable pays de cocagne pour des milliards de bactéries. C'est ici que les chercheurs ont pu constater la relation extraordinaire qui unit les hommes aux bactéries. C'est dans le côlon, où parviennent les fibres alimentaires non digérées, qu'a lieu l'explosion de la population bactérienne. Nos alliés bactériens y décomposent les résidus que nous ne sommes pas parvenus à digérer. Cette décomposition génère elle-même des déchets, essentiellement sous forme gazeuse. La formation de gaz est peut-être un phénomène désagréable, mais c'est le prix à payer pour l'élimination des derniers résidus. En fin de compte, c'est une relation qui satisfait les deux parties. Tout le monde joue des coudes pour obtenir les meilleures places. Les bactéries utiles se multiplient à toute vitesse afin d'occuper l'espace disponible. Elles permettent ainsi de préserver notre paroi intestinale des bactéries pathogènes. Notre flore bactérienne constitue une barrière efficace contre les bactéries étrangères qui voudraient s'installer dans nos intestins, comme les bactéries causant des infections alimentaires, salmonelles et consorts. Les bactéries de notre flore constituent ainsi une première ligne de défense. Afin de protéger leur territoire, les bactéries amies, comme les lactobacilles, produisent un acide qui empêche les bactéries pathogènes de se multiplier. De leur côté, en se reproduisant, les bactéries pathogènes sécrètent une substance toxique qui les trahit. Il semble de plus en plus clair que les bactéries s'envoient de nombreux messages moléculaires. Elles communiquent entre elles, certes, mais elles communiquent aussi avec nos propres cellules. Cet échange permanent permet aux bactéries de se faire une idée de leur nombre, ainsi que du nombre de leurs ennemis potentiels. Lorsque nos alliés bactériens arrivent à la conclusion qu'il y a beaucoup trop d'ennemis dans les parages, ils empoignent leurs armes biochimiques et partent à l'attaque. Notre système de défense immunitaire est lui aussi à l'écoute. Au moindre signe d'insurrection, il est prêt à prendre les mesures nécessaires pour rétablir la paix. Mais lorsque l'ennemi est supérieur en nombre, il vaut mieux chasser tout le monde. Cela se traduit entre autres par des vomissements ou des diarrhées. Mais cette mesure d'urgence présente un inconvénient. Cela laisse le champ libre à certaines bactéries pathogènes résistantes. Les risques sont les mêmes après un traitement antibiotique.
Les antibiotiques à large spectre détériorent notre flore intestinale. Un problème qui apparaît souvent chez les personnes sous antibiotiques, c'est la diarrhée. En effet, des bonnes bactéries meurent et laissent les mauvaises se développer et produire des toxines. Il est possible d'acheter de bonnes bactéries en supermarché afin de recoloniser notre tube digestif. Les yaourts ou autres produits contenant des bactéries vivantes peuvent en effet se révéler de véritables atouts pour notre santé. Après avoir souffert pendant 15 ans de douleurs chroniques, Sarah a enfin trouvé une solution à son problème. En se rendant un jour dans un magasin biologique, elle a fait la connaissance de la thérapeute Georgie Chisholm. Elle lui a conseillé d'avaler chaque jour une dose de bactéries vivantes. Au bout de 3 mois, les douleurs intestinales de Sarah ont fini par se calmer. La théorie des probiotiques, selon laquelle la prise de certaines bactéries vivantes pourrait avoir un effet bénéfique sur notre santé, n'a pas tout de suite reçu l'approbation de la communauté scientifique. Au début, la communauté scientifique était très sceptique. Mais pour moi, les probiotiques ont 2 spécificités importantes. Premièrement, ils permettent de stimuler le système immunitaire et deuxièmement, ils renforcent notre barrière de protection contre les bactéries invasives. Ils pourraient donc nous protéger contre les toxi-infections alimentaires, les diarrhées infectieuses et rétablir la flore intestinale après un tel épisode. Certaines études scientifiques penchent désormais en faveur des probiotiques. Des cosmonautes russes ont été victimes de troubles de la digestion pendant leur vol de longue durée. Leurs médecins ont alors mis au point un yaourt spécial afin de rétablir l'équilibre de leur intestin. Ils ont cultivé des bactéries extraites du tube digestif de cosmonautes ne présentant aucun problème de digestion pour les donner à leurs camarades moins fortunés. Ces derniers ont mangé du yaourt contenant les bactéries de leurs compagnons de vol en bonne santé et adieu les problèmes de digestion. L'élimination des bactéries intestinales des astronautes préoccupe la NASA depuis les années 60. Le problème se pose à la fois en termes de volume et de poids. Des milliards de bactéries vivent dans notre côlon. Nous allons aux toilettes tous les jours et nos selles sont constituées pour moitié de bactéries vivantes qui proviennent de cette flore microbienne. S'il y avait bien une chose dont la NASA ne voulait pas à bord de ses vaisseaux spatiaux, c'était des bidons d'excréments pleins de bactéries vivantes. Les médecins ont donc mis au point une alimentation spéciale afin de tuer toutes les bactéries présentes à l'intérieur de l'intestin des astronautes. Quand les Américains ont voulu envoyer un homme sur la Lune, ils ont dû trouver une solution au problème des selles. Ils ont élaboré un régime spécial totalement sans résidus. L'idée était de faire mourir les bactéries intestinales en ne leur laissant rien à manger. Les astronautes auraient pu passer ainsi 3 à 4 semaines sans aller aux toilettes. Cette perspective leur paraissait épouvantable, mais cela leur aurait toutefois laissé le temps de faire un aller-retour jusqu'à la Lune. Ce projet n'a jamais vu le jour. Les astronautes ont refusé tout net ce régime. Sans bactéries vivantes à l'intérieur de nos intestins, nous serions vite fragilisés. Mais il est vrai que lorsque nous laissons les bactéries envahir les zones sensibles de notre organisme, cela peut également avoir des conséquences dévastatrices. Le corps d'un adulte est recouvert d'environ 2 mètres carrés de peau, qui offre aux microbes un vaste choix de zones climatiques et de biotopes.
Nos jambes, par exemple, produisent très peu de sécrétions et sont donc un véritable désert pour les microbes. On ne trouve que 11 000 micro-organismes par centimètre carré. Ils sont, en revanche, bien plus nombreux dans les cheveux. Mais c'est dans la jungle humide des aisselles et dans la toison pubienne que l'on rencontre la plus forte densité de population. Dans ces endroits, on dénombre jusqu'à 1 million de bactéries au centimètre carré. Notre visage, grâce à ses sécrétions huileuses, constitue aussi un véritable paradis pour les microbes. À la fin de la journée, la population de bactéries sur notre visage explose littéralement. Des spores de Clostridium se posent en permanence à la surface de la peau. Lorsque les conditions sont favorables, ils peuvent se transformer en véritables carnivores. Le renouvellement cutané constitue un moyen de nous protéger de la menace bactérienne. Lorsque les cellules mortes se détachent de notre peau, elles emportent avec elles les organismes indésirables. Si des germes pathogènes parviennent à pénétrer à l'intérieur de notre organisme, ils peuvent provoquer de terribles dégâts. Mark Inglis est aujourd'hui l'un des plus célèbres vignerons de Nouvelle-Zélande. Pourtant, il n'a jamais rêvé d'exercer ce métier. Avant qu'il ne perde ses deux jambes, à l'âge de 22 ans, Mark Inglis était alpiniste. Lors de l'ascension du mont Cook, le point culminant de Nouvelle-Zélande, Mark et son camarade de cordée se sont fait surprendre par le mauvais temps. Les deux hommes n'ont pu être secourus qu'au bout de 14 jours. C'est un miracle qu'ils aient été encore en vie. En revanche, leurs pieds avaient gelé. À l'hôpital, les pieds de Mark ont commencé à dégeler peu à peu, mais le mal était fait. À l'hôpital, mes pieds enflaient de jour en jour, et puis ils ont commencé à changer de couleur. Le froid avait fait geler l'eau à l'intérieur des cellules du pied, déchirant la paroi cellulaire et détruisant les tissus. La destruction des tissus a entraîné une infection à entérobactéries qui a dégénéré en gangrène. La gangrène humide les a fait enfler l'un après l'autre. Ils m'ont administré des antibiotiques et là, mes pieds étaient comme momifiés. Les médecins n'avaient pas d'autre choix que d'amputer. Le soir de Noël 1982, Mark Inglis a été amputé des deux jambes au-dessous du genou. Vous vous réveillez un matin et vous découvrez que là où il y avait vos jambes auparavant, il n'y a plus rien. Ça a été les 3 jours les plus atroces de ma vie. Tenir les bactéries le plus possible éloignées des zones sensibles de notre corps nécessite une vigilance constante. Les tissus morts ou endommagés ne sont qu'un des nombreux moyens utilisés par les bactéries pathogènes pour pénétrer à l'intérieur de notre organisme. Notre corps offre une multitude d'autres portes d'entrée qu'il faut défendre. Nos yeux et nos oreilles sont gardés par de puissantes sentinelles antibactériennes appelées lysozymes. Dans nos oreilles, les intrus restent collés aux cérumènes, comme à du papier tue-mouche. Les lysozymes peuvent alors se jeter sur leurs otages sans défense. Ces molécules antibactériennes grignotent petit à petit la membrane cellulaire des intrus. Nous pouvons ainsi intercepter et éliminer de nombreux microbes véhiculés par l'air, comme le Clostridium. Mais l'air contient des milliards d'autres bactéries. Nous disposons toutefois d'une quantité phénoménale de pièges pour venir à bout des intrus. Nos narines sont tapissées de longs poils et de mucus qui permettent de filtrer et d'intercepter quelques-uns de nos envahisseurs. Mais certains parviennent tout de même à se faufiler au travers des pièges. Lorsqu'un dangereux intrus, comme une spore de Clostridium, parvient jusqu'au poumon, les gardes du corps locaux, appelés macrophages, entrent en action.
Les macrophages absorbent les intrus, puis les digèrent. Les millions de poils microscopiques qui tapissent la paroi de nos voies respiratoires réexpédient les importuns dans la bouche. Nous pouvons alors les faire tomber dans les sécrétions acides de notre estomac en avalant notre salive, ou encore les catapulter hors de notre corps en toussant. À chaque instant de notre vie, ces pièges empêchent les microbes de pénétrer à l'intérieur des zones sensibles de notre corps. Les microbes sont toutefois les bienvenus dans certains endroits. Nous considérons alors qu'ils participent à un biosystème sain. Mais qu'advient-il de nos microbes lorsque nous mourons? De récentes études scientifiques ont révélé qu'il y avait une vie après la mort. Les microbes nous accompagnent au-delà de la mort. Lorsque nous mourons, notre corps est d'abord embaumé avant d'être inhumé ou incinéré. Cette pratique est culturelle, mais elle contrarie le cours naturel des choses. Dans ce laboratoire en plein air hors du commun, sont entreposés des cadavres de personnes ayant légué leur corps à la science afin de percer le mystère de la décomposition naturelle du corps humain. Le docteur Richard Yance et son équipe d'anthropologues de l'Université du Tennessee analysent les cadavres afin de pouvoir mieux déterminer l'heure et la cause du décès dans les affaires criminelles. Les bactéries prolifèrent activement dans le cadavre et se développent de l'intérieur du corps vers l'extérieur. Avec le radoucissement de la température, les mouches s'activent aussi, pondent et génèrent une vaste population d'asticots qui envahit le corps de l'extérieur vers l'intérieur. Ce sont de redoutables carnivores qui dévorent les tissus mous. En 3 ou 4 semaines, ils en auront fini. Les insectes jouent un rôle évident dans la décomposition du corps. Mais depuis quelque temps, les pathologistes trouvent de plus en plus de preuves de l'action souterraine des microbes. Même en l'absence d'insectes, le cadavre se putréfie et se décompose. Le processus de décomposition s'engage de l'intérieur vers l'extérieur. C'est comme si le corps était consumé par ses propres microbes. Tant que nous sommes en vie, notre système immunitaire combat les parasites tels que le Clostridium et essaie de les tenir éloignés des zones sensibles. Mais après notre mort, notre système immunitaire se retrouve totalement paralysé. Comme les macrophages ne peuvent plus contrôler les milliers de bactéries de Clostridium, elles sortent de leurs spores et s'attaquent à notre organisme. La gloutonnerie des bactéries, suite à l'augmentation soudaine de leur nombre, entraîne une augmentation de la température du corps qui peut alors dépasser les 50 degrés Celsius. Lors de leur dernier repas, les hordes de gloutons produisent une grande quantité de gaz. Mais comme toutes les issues du corps sont bloquées, celui-ci ne peut s'échapper. Notre corps se met à gonfler. À l'intérieur, l'orgie des bactéries échappe à tout contrôle. Mais les réserves de nourriture à l'intérieur de nos intestins sont bientôt épuisées. Il y a des bactéries qui ne se nourrissent que de sucre et de fibres. Elles ne trouvent plus rien à manger.
Sans nourriture, nos anciens alliés s'affaiblissent de plus en plus et finissent par être submergés par des mangeurs de protéines. Il y a d'autres bactéries qui peuvent digérer les protéines. C'est à elles que vous servirez de pitance. Des bactéries comme le Clostridium font donc office de fossoyeurs. Ils dévorent nos organes et nos tissus. Mais en mettant un terme à notre existence physique, ils vont aussi poser les bases de leur avenir. Les bactéries de Clostridium forment de nouvelles spores. Lorsque l'orgie est terminée, les bactéries vont pouvoir survivre plusieurs années à l'intérieur de leur capsule avant d'entrer à nouveau en action. Entre le 5e et le 10e jour suivant le décès, notre peau se craquelle. Cela signifie la fin de l'orgie pour des milliards de microbes. La présence d'oxygène à l'intérieur du corps et la chute de la température les tuent sur le champ. Certains microbes se sont préparés à cette éventualité. Ils parviennent à s'enfuir dans les airs, portés par le vent, ou à bord d'un insecte attiré par les réserves de nourriture qu'offre notre cadavre. Les microbes restants sont condamnés à mourir une fois que notre peau aura séché et qu'elle aura été entièrement dévorée par les charognards. Alors, pour la première fois depuis notre naissance, nous serons à nouveau seuls. La plupart du temps, nous n'avons absolument pas conscience de la présence de ces parasites dans notre corps. Amis ou ennemis, les parasites sont incapables de vivre sans nous. Et nous serions sans doute confrontés à de sérieux problèmes si certains de ces microbes venaient à disparaître. À peine nés, les bons germes prennent position dans notre organisme et nous fabriquent notre premier manteau de protection. Dès la naissance, nous nous dotons de ces partenaires pour la vie. Notre partenariat avec les microbes est une énigme passionnante. Définir leur rôle par rapport à notre propre physiologie est capital. Comment les microbes participent-ils à la définition de notre physiologie? Comment contribuent-ils à notre bonne santé et à notre résistance aux maladies, ou au contraire à notre vulnérabilité? Peu importe ce que la vie nous réserve, nous ne serons jamais seuls. Nos alliés les microbes seront toujours là pour nous soutenir. Ce sont les sentinelles des invasions extérieures. Nouvelle